Mais Kant mérite qu'on s'y arrête et qu'on y revienne. Et donc là, j'ai essayé de renouveler un petit peu mon histoire pour coller donc à ce thème de l'art de penser, l'art de la pensée. Je commencerai par une citation de Jeanne Hersch dans son beau livre L'étonnement philosophique, qui dit que si nous négligions Kant, nous ne comprendrions pas grand-chose à tout le développement philosophique ultérieur, y compris aux nombreux penseurs qui ne se sont vraiment mis à philosopher que pour le combattre. Donc il est vrai qu'il y a après lui les pro-kantiens, les anti-kantiens, les néo-kantiens, et jusqu'à aujourd'hui, de toute façon, il restera sûrement encore pendant quelque temps une référence incontournable. Alors, c'était Emmanuel Kant, il a transformé, on peut dire radicalement, en profondeur, les perspectives et les concepts de la pensée philosophique. Et on ne peut comprendre l'importance de son œuvre que si on la replace dans son contexte, comme souvent, puisque le sens et la portée de son œuvre ne peuvent être réellement compris que si on mesure le séisme, tremblement de terre intellectuel mais aussi moral que représente à son époque le passage d'une vision héritée des antiques, la vision du cosmos grec, un univers ordonné, intelligent, harmonieux. Donc le passage de cette vision à la vision d'un univers infini qui est le propre de l'apport de Galilée et de Newton. Et c'est après cette rupture que pense Kant, qui permet de comprendre pourquoi Kant va faire de la philosophie le moyen essentiel pour construire un nouvel édifice, une nouvelle vision du monde et de l'homme, une pensée nouvelle. Donc l'art de penser s'applique vraiment bien à Kant, puisque après cette révolution scientifique, mais qui est bien au-delà, qu'une simple révolution scientifique qui va tout bouleverser, il faut repenser. Il faut repenser la vision que l'on a de l'univers, de l'homme, de Dieu, de tous les éléments qui intéressent les philosophes. Puisque si on fait un petit retour en arrière, en moins d'un siècle et demi, on peut dire, depuis la publication de l'ouvrage de Copernic, qui se fait en 1543, à celle de Newton en 1687, donc 1543 pour Copernic, 1687 pour Newton, on a un peu moins d'un siècle et demi. En passant, entre les deux, il y a l'œuvre de Descartes, bien entendu, déjà qui a été une grande révolution, et puis la publication des thèses de Galilée en 1632. Et donc, entre ces deux extrêmes, Copernic 1543, Newton 1687, il s'est passé une révolution scientifique sans précédent. Une révolution scientifique sans précédent qui s'est accomplie. Donc, non seulement l'homme a perdu sa place centrale dans l'univers, puisque la Terre et ses habitants n'est plus le centre de l'univers, mais aussi la vision du cosmos grec semble voler en éclats. Donc, l'univers
à cette époque, à l'époque de Kant, ne ressemble plus qu'à une sorte de chaos infini, sans autre valeur que celle que nous lui prêtons. C'est ça qui est la grande révolution, c'est-à-dire que on se rend compte qu'on a vu l'univers d'une certaine manière jusqu'à maintenant, tant dans les cosmologies antiques que dans la vision théologique chrétienne qui domine au Moyen-Âge, et que eh bien, peut-être on s'est trompé, c'est-à-dire que l'univers est autre qu'on l'a imaginé jusqu'alors. Et évidemment, la place de l'homme dans cet univers, elle est aussi probablement autre que celle qu'on avait imaginée. Donc c'est vraiment un séisme. Il n'y a donc non plus rien dans la nature que l'on puisse imiter sur le plan moral. C'est-à-dire, c'est vrai d'un point de vue métaphysique, mais aussi d'un point de vue éthique, qui est rappelé, très étroitement associé à la vision métaphysique. S'il n'y a plus d'univers connaissable, ou s'il n'y a plus de nature connaissable, eh bien, sur quel principe va-t-on pouvoir fonder son action, sa morale, ses comportements? Donc, la nature, dans sa compréhension, s'éloigne un petit peu, et il n'y a plus de modèle dont on puisse s'inspirer pour sa conduite au quotidien. Et donc, pour citer Pascal, qui va être aussi un petit peu dans cette problématique, on va parler d'un silence, le silence de ces espaces infinis qui m'effraient, dit Pascal. Bon. Voilà, donc on est dans cette problématique d'un silence effrayant entre deux infinis, l'infiniment petit, l'infiniment grand, et la place de l'homme entre ces deux infinis, eh bien, elle est à redéfinir. D'où les questions inédites qui animent l'œuvre de Kant. D'abord, dans sa première critique, la critique de la raison pure, qu'on avait étudiée. Puisque ce qu'il faut relever, c'est que si l'univers n'est plus qu'un tissu conflictuel de force, c'est plus cet organisme ordonné, harmonieux, intelligent des Grecs, mais plutôt un tissu chaotique, au moins conflictuel, de forces antinomiques, eh bien, c'est désormais de l'extérieur, par la force de son esprit, que le savant, et disons tout être humain, va devoir réintroduire de l'ordre et du sens dans le réel. C'est-à-dire, cet ordre et ce sens de l'univers, il n'est plus donné à contempler, et on ne peut plus s'en inspirer puisqu'il est remis en cause. Donc il va falloir, puisque l'homme a besoin d'ordre et de sens, redonner, chercher à redonner du sens à cet univers, mais par l'esprit humain, c'est-à-dire de l'extérieur. Il n'est plus donné de lui-même. C'est pour ça qu'on va parler d'expérience transcendante ou transcendantale avec Kant, puisque il va falloir penser justement à donner de l'ordre et du sens au réel. Et ce sera pour Kant la tâche nouvelle ou la mission nouvelle qui sera donnée à la science, bien entendu, mais aussi à la philosophie, puisqu'il ne s'agit plus d'un cosmos à contempler, ce que les Grecs appelaient la fameuse théoria, la contemplation, pour calquer son comportement ou sa vie sur cette harmonie du monde, mais il va falloir travailler pour élaborer des lois qui permettent de redonner quand même un peu de cohérence et de sens à l'univers. Par exemple, quand on nous explique que le principe de causalité qui va être mis en évidence, eh bien, c'est une manière que l'on a de créer un lien
logique, rationnelle, entre des phénomènes qui vont être considérés comme des causes et d'autres qui vont être considérés comme des effets. Et donc de déterminer une loi de causalité, une loi de cause à effet qui va nous expliquer un certain nombre de choses. Bon, vous savez qu'aujourd'hui tout ça est remis en cause, donc c'est vraiment intéressant de se replonger dans les apports de Kant pour imaginer quel serait son questionnement aujourd'hui. On verra. Puisqu'il y a des choses invariantes et puis il y a des choses quand même qui changent. Donc, c'est une révolution intellectuelle et immense dans laquelle se situe Kant, où c'est à l'homme désormais de fabriquer des lois scientifiques à partir de ses observations. Donc, ça donne évidemment à l'homme, au sujet, comme dirait Descartes, une place essentielle, mais qui est très différente de celle dont nous avons hérité. Et donc, il va résumer en quelques mots, en introduction de la critique de la raison pure, toute l'ambition de la raison humaine, de l'esprit humain, de la logique humaine, mais aussi il va en expliquer les limites. Et il écrit ceci, en introduction de Critique de la raison pure: la raison humaine a cette destinée particulière d'être accablée de questions qu'elle ne peut écarter, car elles lui sont proposées par la nature de la raison elle-même. La raison, par elle-même, se pose un certain nombre de questions, c'est normal. Mais cette raison ne peut non plus y répondre, car ces questions dépassent tout pouvoir de la raison humaine. C'est ça le dilemme posé par Kant, qui est que, de par sa nature même, notre esprit ne peut s'empêcher de se poser certaines questions, sur les questions qui sont toujours les mêmes, sur l'univers, sur l'homme, sur Dieu, sur l'infini, infini, d'où venons-nous, où allons-nous, mais de par sa nature même, notre esprit est incapable d'y répondre, puisqu'il est limité. Donc il y a une soif de connaître qui est illimitée et une raison qui est limitée. Donc on ne va pas pouvoir tout connaître. Alors ça c'est pour poser un peu le premier questionnement de critique de la raison pure, et une des conséquences évidemment c'est qu'il va de soi que la question morale, la question éthique que Kant va aborder dans la critique de la raison pratique, sa deuxième critique, va aussi changer du tout au tout. Puisqu'à l'interrogation classique « que dois-je faire ?», plus aucun critère naturel ne peut y répondre. Il n'est plus question de s'inspirer ou de imiter cette harmonie naturelle pour agir. Donc là aussi, que dois-je faire ? On repose la question, on met tout à plat, on repose la question, que dois-je faire ? Et cette question est cruciale pour l'éthique de Kant, puisqu'on est dans un univers qui a fait le deuil, en tout cas qui a voulu faire le deuil des cosmologies anciennes. Donc la notion de vertu, d'harmonie, tout ce qu'on a pu étudier, des éthiques antiques, est à repenser complètement. Donc, il faut dire que l'époque s'y prête, mais il a aussi la force et la volonté de tout remettre à plat. Inspiré par cela par quand même Descartes, qui avait déjà fait un peu le travail de reconcentrer la philosophie sur la notion de sujet et non plus d'objet, le sujet pensant. Et il va aussi être profondément marqué par les empiristes anglais, qui accordent beaucoup d'importance à l'expérience, à l'expérimentation, dont le fameux Hume, dont il dira qu'il l'a sorti, Kant, de son sommeil dogmatique. Donc,
Voilà, c'est un peu le contexte dans lequel va penser Kant. Donc, la réponse éthique, en tout cas morale, hein, de Kant, qui va en quelque sorte fonder un certain humanisme moderne, tant moral que politique que social, la réponse de Kant, c'est, eh bien, l'homme peut compter sur sa volonté. Cette fameuse volonté bonne volonté, a une condition, c'est que l'homme accepte de s'auto-limiter en comprenant que sa liberté doit s'arrêter, hein, selon la fameuse formule, là où commence celle de l'autre. Et donc, au niveau éthique, au niveau moral, eh bien, son principe suprême, c'est le respect d'autrui, le respect de l'autre, l'autre ne devant jamais être traité comme un moyen, mais comme une fin. Hein, ne traite jamais aucun individu comme un moyen, c'est-à-dire ne l'utilise pas, hein, mais toujours considérer l'autre comme une fin en soi. Ce qui suppose évidemment un effort, une volonté qui s'arrache au penchant égoïste. Il s'agit de dépasser l'égoïsme naturel pour justement intégrer l'autre sur un pied d'égalité avec soi-même. Et de là le fait que cette loi morale va s'imposer à nous sous la forme d'un impératif, ce fameux impératif catégorique, ce que l'on doit faire, d'un devoir, qui suppose une volonté bonne. Et cette éthique qui est à construire n'est nullement donnée par avance. On verra que Kant a quand même une grande confiance dans la nature humaine. Il est optimiste quand même sur l'avenir de l'homme, puisque il va même à un moment donné écrire un traité, le fameux traité pour la paix perpétuelle. Il pense, comme on le verra tout à l'heure, que l'humanité est quand même bien engagée sur la voie des Lumières, l'humanité éclairée, mais il met évidemment toujours en évidence le fait que rien n'est garanti, rien n'est donné d'avance, que tout ça est à construire. Alors, on peut parler à propos de Kant d'une vie vraiment au service de la pensée. Alors, vous savez qu'il naît dans la ville de Königsberg, en Prusse, qui est aujourd'hui une sorte d'enclave russe située sur les bords de la Baltique, entre la Pologne et la Lituanie, et qu'il vit à Königsberg et qu'il meurt à Königsberg sans avoir jamais quitté cette ville, ce qui est assez original à une époque où les philosophes voyageaient quand même beaucoup. Et on a coutume de garder l'image d'un homme à l'existence monotone. Très célèbre est la légende de ses promenades quotidiennes, réglées comme une horloge, puisque ses voisins pouvaient savoir exactement l'heure qu'il était quand ils voyaient passer Monsieur Kant. Et vous savez qu'on raconte qu'il y a 2 jours où il a dérogé un petit peu à son horaire. C'est le jour où il a appris la parution du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau, en 1762, où il va se précipiter chez son libraire pour avoir l'œuvre de Rousseau qui va beaucoup l'impacter, beaucoup l'inspirer. Et le deuxième, c'est le jour où il apprend qu'il y a la Révolution en France, et où il va là aussi se précipiter chez le libraire pour acheter le journal. À part ça, toute sa vie est entièrement vouée à l'enseignement et à la recherche, à la pensée, pour éditer un certain nombre d'œuvres qui vont effectivement bouleverser la philosophie. Alors, autant sa vie quotidienne est sans grand relief,
autant sa pensée est révolutionnaire, puisqu'il va même parler à propos de sa pensée, hein, de sa révolution copernicienne à lui. C'est pour ça que je faisais référence à cette révolution scientifique, hein, amorcée par Copernic, puisque lui-même va dire, voilà, moi, je fais aussi ma révolution copernicienne, puisque de la même manière que Copernic va transformer notre rapport à l'univers, eh bien, Kant veut révolutionner la philosophie en lui donnant ce tour critique. C'est pour ça que c'est critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique de la faculté de juger. Et qu'est-ce que ça veut dire, critique? Ça veut dire qu'on détourne son regard des objets et de la recherche de l'essence des objets pour s'intéresser essentiellement à notre faculté de connaître. Notre faculté de connaître, c'est-à-dire, c'est vraiment un changement de perspective. Quel est le pouvoir de la pensée, de la connaissance et ses limites? Donc c'est un changement de perspective, donc à l'image du changement de perspective apporté par Copernic, puisque la pensée doit se prendre elle-même pour objet. C'est un changement de perspective réflexif où on s'intéresse plus tant aux objets qu'au sujet qui pense et qui veut connaître l'objet. Là, c'est exactement entre la Terre et le Soleil le même bouleversement. Donc, la pensée doit être pensée. Enfin, si on veut résumer un peu, la pensée doit se prendre comme sujet de réflexion. C'est pour ça que la première question pour Kant de la philosophie, c'est « que puis-je connaître ?» Vous savez, chaque critique est associée à une question, et la question par laquelle il commence avec la critique de la raison pure, c'est « que puis-je connaître ?» Puisqu'avant de vouloir connaître le monde, il faut s'interroger sur notre capacité à le connaître. C'est ça, la révolution copernicienne de Kant. Et il faut aussi comprendre que ceci s'inscrit dans une époque et un milieu intellectuel qui va permettre de mieux comprendre ce questionnement kantien, puisqu'il est né en 1724, donc en Prusse orientale, et il est le 4e enfant d'une famille modeste de 11 enfants. Son père est d'origine très modeste, c'est un artisan sellier, et sa mère, qui va jouer un grand rôle, sa mère est adepte du piétisme. Alors c'est quoi le piétisme? C'est un courant protestant qui est apparu en Prusse, justement, là où il est né, qui va prôner à la fois une discipline morale très rigoureuse, qu'on va retrouver dans la critique de la raison pratique, avec ses impératifs, et donc une volonté d'avoir une discipline morale insoupçonnable, et qui puisse être universalisable, c'est-à-dire que la maxime de son action puisse être érigée en maxime universelle. Donc là, une forte rigueur morale, mais aussi une grande rigueur intellectuelle. Donc rigueur de la pensée basée sur une immense confiance dans quand même la raison, possibilité de la raison, même si cette raison, elle a ses limites. Et donc, les piétistes vont accorder beaucoup d'importance à l'argumentation rationnelle. Et Kant va être quand même très influencé, façonné par ce piétisme maternel, cette femme, cette mère qu'il juge très intelligente. Ce qui, pour l'époque, doit être souligné, parce que par ailleurs, Kant a une assez piètre opinion, comme la majorité à l'époque, du sexe dit faible. Mais pour sa mère, là, il y a vraiment une exception.
Donc, ce qui prouve qu'elle a eu une forte influence sur lui. Et au cours de ses études, Kant va aussi découvrir une autre forme de rigueur intellectuelle que celle donnée par sa mère, c'est celle de la science. Puisque l'éducation religieuse lui paraît si parfois comme un esclavage de la jeunesse dont il va un petit peu vouloir s'abstraire. Et sur les bancs de l'université de Königsberg, puisqu'avant d'être professeur à cette université, il en sera étudiant, il va s'enthousiasmer pour les cours d'un professeur, Martin Knudsen, qui va essayer de réconcilier le rationalisme philosophique avec le piétisme. Donc, en plus du piétisme, il va être très influencé par ce rationalisme philosophique. Et c'est la même époque où il va découvrir la physique de Newton, physique d'Isaac Newton, et son premier mémoire qu'il va écrire en 1746, qui est pensé sur la véritable évaluation des forces vives, en fait, est un traité de physique. Et l'une de ses premières publications, après ce mémoire, c'est une théorie du ciel. Vous voyez, c'est quelque chose qui est peu connu, dans lequel il envisage l'existence des galaxies, qu'il nomme des univers îles. Donc, il est tout à fait passionné par cette recherche scientifique et très influencé par Newton. En 1746, son père décède et donc Kant doit subvenir à ses propres besoins et il devient précepteur dans diverses familles de la ville de Königsberg. Et c'est là où il va découvrir le goût des conversations mondaines et des réceptions. Puisque, outre cette vie extrêmement réglée, eh bien, il reçoit beaucoup. Et le soir, il ne dîne jamais seul, il invite un certain nombre d'amis. Et ceci est très important, parce que ce qu'on verra tout à l'heure, ce qu'il développe dans la critique de la faculté de juger, à savoir que l'autre est indispensable pour penser. On ne peut pas penser tout seul dans son coin. Autrui, que ce soit autrui en chair ou en os, avec qui on échange, on parle, on réfléchit, on pense, soit la vision d'autrui qu'on a internalisée, une sorte d'autrui virtuel ou même transcendant, mais qui est là pour nous aider à penser. Et c'est pour ça, comme on le verra dans le texte « Qu'est-ce que les Lumières ?», il est indispensable pour garder sa capacité de penser, sa liberté de penser, qu'il y ait un espace social et politique qui protège et qui favorise cette liberté et capacité de penser. Puisque penser est possible si on fait l'effort de penser et de penser avec l'autre, avec autrui. Ça, c'est très important. Et ce qui donne un autre éclairage aussi à ces réceptions qui n'étaient pas des réceptions simplement mondaines pour faire un bon gueuleton, mais aussi parce qu'il avait besoin de cette relation à l'autre pour penser. Et donc ça, c'est très important pour Kant, cette liberté de penser, qui n'est pas simplement une liberté d'expression ou de parole, mais une profonde liberté intérieure de penser. Je trouve ça très intéressant. C'est quelque chose qui m'avait un peu interpellée au mois de janvier, quand on parlait beaucoup, suite aux événements tragiques de Charlie Hebdo, on parlait beaucoup de liberté d'expression, liberté de parole, liberté de dessiner, mais beaucoup moins de liberté de penser. C'est vrai. Et ça m'avait fait rappeler l'interrogation de Kant. C'est que, oui, liberté d'expression, liberté de parole, oui, mais surtout liberté de penser. Et que pour sauvegarder cette liberté de penser, eh bien, il faut réfléchir en termes politiques. C'est la structure sociale et politique qui va aider
cette liberté de penser. On y reviendra tout à l'heure, simplement pour planter quelques graines de réflexion. Alors, en 1755, Kant va entamer sa carrière universitaire qui va durer 40 ans. Il va enseigner jusqu'à un âge très avancé à l'université de Königsberg. Et on raconte, pour la petite histoire, que lors de ses funérailles, il a fallu plusieurs jours pour que tous ces étudiants défilent devant sa dépouille, tant il était admiré, aimé, enfin, ce qui n'est pas toujours dans l'image que l'on a assez austère de Kant. En fait, c'est quelqu'un qui était vraiment source d'une grande admiration. Alors, au cours de sa longue carrière, eh bien, les disciplines qu'il va enseigner sont d'une étonnante diversité, parce qu'il enseigne la philosophie. C'est le premier professeur de philosophie, en fait, en tant que tel. Mais il va enseigner bien d'autres matières. Il va enseigner la logique, il va enseigner les mathématiques, la morale, bon, bien sûr, l'anthropologie, la théologie, mais aussi la géographie, pour dire qu'à cette époque, la philosophie n'est pas une discipline spécialisée, comme elle l'est devenue aujourd'hui. Elle est totalement en lien avec les autres savoirs, et notamment les savoirs scientifiques. Et c'est un petit peu ce qu'on a perdu aujourd'hui dans l'hyperspécialisation. Donc il publie beaucoup d'ouvrages de géographie, de métaphysique, de morale, et c'est une partie de son œuvre qui est la moins connue. En fait, toutes ces œuvres apparaissent aujourd'hui comme des œuvres de maturation qui vont période qui va culminer dans la publication de ces 3 grandes critiques, puisque c'est de cela dont on parle essentiellement aujourd'hui. La critique de la raison pure en 1781, en tout cas qui est éditée pour la première fois en 1781, critique de la raison pratique en 1788, donc vous voyez, juste avant la Révolution, et critique de la faculté de juger en 1790. Alors, le projet de la critique de la raison pure, qui est exposé en préface, part d'une question simple. Pourquoi la science progresse-t-elle et pas la philosophie ? Donc il est imprégné de réflexion sur la science. Découverte de Newton fait grand impact. Et il se pose cette question, pourquoi la science progresse-t-elle et pas la philosophie ? Comment se fait-il que l'on parvienne en science à des conclusions unanimes et indiscutables, comme le sont à l'époque les lois de Newton, et qui vont le rester pendant quand même presque 3 siècles, alors que la philosophie est un champ de bataille où se cachent des opinions diverses derrière une multiplicité de démonstrations. Donc cette question va l'amener à s'interroger sur les modes de connaissance respectifs de la science et de la philosophie, qu'il appelle parfois la métaphysique. Pourquoi une différence entre la science et la philosophie ? Alors une première distinction entre science et philosophie, ou entre science et métaphysique, pourrait être que l'une, la science, étudie des objets concrets, susceptibles d'expérience, d'expérimentation, comme les astres, le corps humain, etc. Alors que l'autre, la philosophie ou la métaphysique, porte sur des notions qui échappent à l'expérience, qui échappent à l'expérimentation, comme l'âme, l'esprit ou Dieu. Donc il fait cette première distinction. C'est effectivement une première différence, assez simple à comprendre. Mais si Kant prend en compte donc l'empirisme, c'est-à-dire notamment la lecture de Hume, cette
doctrine qui fait de l'expérience le fondement de toute connaissance, hein, c'est ça l'empirisme, hein, tout part de l'expérience, de l'expérimentation pour arriver à la connaissance, tout part des lois singulières hein, pour arriver aux lois générales. Bon, même s'il intègre cette vision hein, qui lui plaît bien, il ne se rallie pas pour autant à cette doctrine empiriste. Et donc, il explique qu'il existe dans la science et dans toute connaissance une part qui échappe à l'expérience, de toute façon. Et c'est ça qu'il va appeler les jugements a priori. C'est-à-dire, y compris dans la science, y compris dans la connaissance scientifique, hein, y compris chez le savant, il va y avoir un certain nombre de jugements qui échappent à l'expérimentation, à l'expérience, et ces jugements, il va les appeler a priori, qui, pour le distinguer de ce qui est a posteriori, hein, il y a vraiment une opposition de ce qui est a priori, c'est-à-dire ce qui est donné en dehors de toute expérience, de toute expérimentation. C'est ça qu'on va appeler transcendant, chez Kant. Et puis, ce qui est a posteriori, les jugements a posteriori, c'est-à-dire qu'on peut concevoir après expérience ou expérimentation. Ça, c'est très important dans la recherche de Kant. Donc, par exemple, c'est un exemple qu'il va donner, quand je tiens une pierre dans la main, je l'observe sous toutes les coutures. Son poids, sa forme, ses couleurs. Ça, ce sont des connaissances empiriques, dérivées des sens. Hein, je la soupèse, je la regarde, bon, donc ça va me donner un certain nombre d'indications. Mais, si la connaissance ne venait que des sens, donc que de l'expérience, en manipulant la pierre sous différents angles, je ne percevrais pas une pierre, mais des images successives sans ordre. Qu'est-ce qui me fait dire « ceci est une pierre » ? Une pierre. Et pas simplement une multitude d'expériences sensitives. Eh bien, c'est mon esprit qui va unifier ces images en un objet. Et parce qu'il y a dans mon esprit ce jugement a priori de l'unité. Et c'est ça qui fait que l'expérience, hein, ou les données de l'expérience ou des sens vont être quelque part réagencées, ces données vont être réagencées, recombinées à partir d'un jugement qui est donné a priori et qui me fait dire ceci est une pierre. Vous voyez, on va développer. Ah bah, vous savez, quand, si jamais vous avez des insomnies un jour, vous pouvez lire la critique de la raison pure. Soit ça va vous endormir, soit ça va vous faire des c'est une des œuvres réputées les plus difficiles de toute la philosophie occidentale. Critique de la raison pure. Critique de la raison pratique, c'est plus simple, parce que c'est que dois-je faire, donc c'est les comportements, les actions. Donc. Et critique de la faculté de juger sur l'esthétique, c'est pas très simple non plus. Hein. C'est pour ça qu'il faut, voilà, par couches successives, hein, comme en peinture, se familiariser avec la pensée de Kant, parce que c'est subtil. C'est un de nos grands penseurs. Hein, c'est pour ça que je l'ai choisi, pour l'art de penser. Donc, la fusion des sensations multiples en un objet unique relève pour Kant du jugement a priori qui dépend de mon esprit, c'est-à-dire de ma raison, mais pas de mon expérience. Et on verra que l'unité, la notion d'unité, fait partie de ces catégories du jugement, hein, ou de l'entendement a priori. Voilà, on va doucement. Donc, le but essentiel de la critique de la raison pure
consiste à dégager ce qui, dans l'esprit humain, relève de l'a priori. Et il va donc s'employer à dévoiler ce que sont les idées transcendantales, ce qu'il appelle les idées transcendantales. C'est pour ça que, à propos de Kant, on parle d'idéalisme transcendantal. Là, vraiment, c'est non seulement de l'idéalisme, mais en plus transcendantal, puisque c'est comme ça qu'il appelle idées transcendantales les structures a priori, c'est-à-dire qui échappent à l'expérience. Et parmi ces catégories a priori, il y a l'unité, la multiplicité, mais aussi l'espace et le temps. J'y reviendrai. Donc, ça veut dire que la connaissance, elle est expérimentale, certes, comme disent les empiristes, mais en partie seulement. En partie seulement, pas simplement parce que les sens nous trompent, c'est autre chose. Elle est expérimentale en partie parce qu'elle est réassemblée dans des cadres mentaux qui sont donnés a priori. Ces cadres mentaux, on peut aussi aujourd'hui les appeler des schémas de pensée, des chemins de pensée, des structures de pensée qui vont quelque part servir de filtre à travers lesquels on va appréhender le réel. C'est pour ça que c'est vrai que c'est très important de s'interroger sur la nature et la structure de ces filtres, parce que notre vision du monde en dépend. Et pas simplement les expériences ou les expérimentations qu'on va pouvoir faire sur le monde. C'est une question très importante aujourd'hui. Quand on voit ce changement, cette nouvelle révolution copernicienne que nous vivons depuis le début du XXe siècle. Et où nous voyons effectivement que nos structures mentales sont en retard, on va dire. Il y a une inertie, puisqu'on continue à voir, comme on va l'expliquer là, on continue à voir l'espace à 3 dimensions, on continue à voir le temps comme quelque chose de linéaire avec le passé, le présent, le futur, alors que les observations, les expérimentations d'aujourd'hui nous prouvent que cette notion d'espace et de temps, elle vole en éclats, puisqu'il y a probablement beaucoup plus de dimensions. Il y a probablement une coexistence, une contemporanéité, si vous voulez, du passé, du présent, du futur. Et pourtant, on continue à raisonner comme on raisonnait au XVIIIe. Ce qui peut expliquer, disons, le retard, entre guillemets, de nos schémas de pensée par rapport aux expériences scientifiques. Et qu'il faudra sûrement du temps pour changer nos structures et nos chemins de pensée. Parce que, comme on dit, c'est des choses qui sont données, enfin, qui sont dans notre structure mentale, il va falloir faire une révolution mentale pour accepter ce nouveau paradigme. Enfin, je pense que c'est une des questions que la philosophie de Kant pose par rapport à cette mise en évidence de ces catégories a priori, entre autres. Alors, dans le langage de Kant, ça s'exprime de la manière suivante: nous ne pouvons avoir accès qu'aux phénomènes, c'est-à-dire phénoménon, c'est ce qui apparaît, mais nous ne pouvons pas avoir accès aux noumènes, c'est-à-dire aux choses en soi. Enfin, cette notion du noumen, nous, c'est-à-dire de la chose en soi. On n'y a pas accès. Puisqu'il y a ces catégories, ces jugements a priori, qui font quelque part barrage, barrière entre nous et les noumènes. Donc, la science, pour revenir à la question pourquoi la science évolue et pas la philosophie, la science se distingue de la philosophie ou de la métaphysique
du fait que la science, effectivement, étudie des phénomènes extérieurs, donc expérimentables, mais surtout parce que la science peut rendre ses observations et ses expériences universelles grâce à l'outil mathématique. Ça va plaire aux mathématiciens. La science se sert de l'outil mathématique. Et cet outil mathématique, il relève aussi de jugements a priori, mais c'est moins gênant, évidemment, en science qu'en philosophie ou en métaphysique, où on ne peut pas appliquer de manière aussi systématique ces lois mathématiques à des concepts comme Dieu, comme l'âme, comme l'esprit, qui sont plus impalpables, sur lesquels on ne peut pas faire d'expérimentation. On ne peut pas mettre l'âme dans une éprouvette, Dieu peut-être encore moins, pour voir si, quand on chauffe, qu'est-ce qui se passe. Bon, vous comprenez la différence. Donc, la philosophie s'occupe de concepts qui sortent du cadre de l'expérience, et donc, on ne peut pas appliquer, comme en science, l'outil mathématique, de la même manière. Donc, ce qu'il explique dans la critique de la raison pure, c'est qu'il faut condamner toute métaphysique dogmatique, c'est-à-dire de faire très attention à tous ceux qui peuvent dire, voilà, Dieu c'est ça, ou par exemple, comme on a fait au Moyen-Âge, dans la théologie du Moyen-Âge, comme avec saint Anselme, où on cherchait des preuves de l'existence de Dieu, par exemple. Bon, il dit, c'est stupide, puisque de toute façon, on ne va jamais pouvoir trouver des preuves rationnelles ou scientifiques de l'existence de Dieu. Donc, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, parce que ça, Kant est croyant quand même. Donc, il ne dit pas que Dieu n'existe pas, mais il dit que Dieu n'est pas connaissable. Et que quelque part, l'âme humaine, l'esprit humain, est en grande partie inconnaissable. Donc il faut avoir cette humilité de penser, et donc éviter tout dogmatisme en disant voilà, c'est comme ça. Et de bien définir les bornes, c'est-à-dire les limites de la raison. Puisque notre connaissance du monde est toujours filtrée par la connaissance de ce qu'il est pour nous. Alors c'est vrai à travers une subjectivité de nos sens, mais surtout par le fait que c'est filtré par un certain nombre de cadres mentaux, des catégories. Et vous vous rappelez, quand on avait étudié la critique de la raison pure, il détermine 12 en fait, catégories, a priori, par lesquelles on va voir le réel. Et que nous sommes quelque part prisonniers de ces catégories a priori. Donc, pour dire les choses autrement, il va proposer une théorie de la connaissance qui considère que notre esprit observe le monde à travers des catégories mentales préexistantes. C'est pour ça que c'est préexistant, c'est transcendant. C'est-à-dire on est avec. Et tous les hommes naissent avec, à peu près les mêmes. Parce que c'est assez. On est avec. C'est-à-dire, là, c'est au-delà, c'est pour ça que ces catégories a priori, les idées transcendantales, ça dépasse largement l'influence culturelle, historique ou géographique. C'est universel. C'est-à-dire, ces 12 catégories, l'unité, la multiplicité, c'est les 4 grands groupes de la qualité, de la quantité, c'est universel. C'est-à-dire, tous les hommes, de toute période et de tout espace géographique fonctionnent avec ces schémas mentaux. Donc, parmi ces catégories mentales a priori, donc préalables à l'expérience, il y a par exemple, je vous le citais, le temps linéaire, l'espace en 3 dimensions, l'unité, cette notion d'unité, et cette notion de causalité, qui est peut-être une des plus grandes catégories, c'est qu'il y a cette recherche de causalité dans ces catégories a priori, c'est-à-dire que quand on voit 2 phénomènes, eh bien immédiatement, naturellement, on cherche à avoir une relation de causalité entre l'un et l'autre. C'est-à-dire de dire, voilà, ça c'est la cause, ça c'est l'effet.
Alors qu'on peut, par ailleurs, savoir que c'est faux. Que l'effet peut être la cause, ou que, comme on dit aujourd'hui, que l'effet rétroagit dans le même temps sur la cause. Donc, c'est pas aussi simple. Et pourtant, et ça, on peut aussi l'observer, il y a un phénomène, individuel, collectif, social, bon, peu importe, on va toujours chercher la cause, dire voilà, là, ça c'est la cause, ça c'est l'effet. Et d'autres vont dire, mais non, vous trompez, c'est une autre. Mais il y a toujours cette recherche de causalité. Chercher une cause, ou un responsable, mais d'abord une cause. Donc, ces formes a priori de la pensée, ils les appellent ces catégories de l'entendement, et il y a, entre autres, cette notion d'espace et de temps. Je vais vous donner les exemples qu'ils donnent pour faire comprendre en quoi l'espace et le temps, le fait de se situer dans un espace, situé dans un temps, et de voir l'espace et le temps d'une certaine manière, ça correspond à ces catégories données a priori. Dit toute personne qui réfléchit sur la structure de l'univers ne manque pas de se poser la question de ses limites. Si l'univers a des limites, la raison nous pousse à nous demander ce qu'il y a au-delà. Car notre esprit est incapable de penser un univers limité avec rien à l'extérieur. On se rappelle à la Renaissance, ceux qui ont posé l'idée d'un univers infini, comme Giordano Bruno, un nombre infini de mondes infinis, c'était totalement irrecevable. Inversement, envisager l'univers comme infini est tout aussi impensable. On peut tourner la question dans tous les sens. L'idée d'infini ou celle de limite de l'univers, tout ça échappe à notre entendement. Si on voit l'univers comme fini, on se pose immédiatement la question de oui, mais au-delà des limites, qu'est-ce qu'il y a ? Et la vision d'un univers infini, c'est pour ça que Pascal est effrayé, espace infini, c'est inconcevable. On a besoin de bornes. C'est les bornes, quelque part, de la raison. Par rapport au... Donc c'est pour ça qu'il dit la notion d'espace n'appartient pas à l'univers, mais à la structure de notre esprit. Et l'esprit, notre esprit, conçoit l'espace en 3 dimensions. Ça, c'est notre formatage, on pourrait dire, mental. L'espace, dit-il, n'est pas un concept empirique qui était tiré d'une expérience externe. On se situe dans un environnement, on dit tiens, je suis dans un espace. Non, c'est une représentation nécessaire, a priori. Tout homme a besoin de se situer dans un espace. C'est donné. Il en va de même pour le temps. Nous pensons le temps de façon linéaire, comme une ligne allant du passé au futur, que l'on découpe en séquences. Mais là aussi, c'est pareil, on se heurte à la question des limites. Si l'univers a-t-il un début ? A-t-il une fin ? Mais alors, s'il a un début, qu'y a-t-il avant ? La fameuse question, même si on sait à peu près ce qu'est l'univers depuis le Big Bang, bon, très bien, mais avant le Big Bang, avant le début, comme le koan chinois, bon, mais où étais-tu avant la naissance de tes parents ? Voilà, c'est toujours le problème de la limite. Cette impasse du raisonnement, où l'univers est-il éternel ? Mais alors, dans ce cas-là, c'est comme avec l'espace. Vous voyez, les questions de l'espace et du temps sont toujours imbriquées, c'est les mêmes. C'est assez, ça peut être angoissant d'imaginer un temps d'éternité, sans début ni fin. Cette impasse du raisonnement vient de la transposition au cosmos de ce qui n'est en fait qu'un cadre mental, celui du temps linéaire. Donc, c'est des exemples de ces catégories de l'entendement donné a priori, dont on ne peut pas s'abstraire, et
qui nous fait voir le réel d'une certaine manière. Mais d'une certaine manière, d'une manière erronée, en quelque sorte. Alors, est-ce à dire que la raison doit se contenter de s'exercer dans le domaine de la seule science ? Non. Mais il est vrai que dans la critique de la raison pure, Kant met au jour, en fait, ce qu'il considère comme étant les mirages de la métaphysique. C'est le fait de pouvoir penser que l'on peut tout connaître et que l'on peut même connaître les noumènes. Ces idées transcendantales nous en empêchent. Par contre, l'usage légitime de la raison, eh bien, il est surtout dans l'action pratique. C'est pour ça qu'immédiatement après, il va écrire la critique de la raison pratique, puisque là, on est dans un espace plus simple, qui est celui de l'action, des comportements, des décisions, où là, on peut faire un usage légitime et utile de sa raison. Mais toujours, vous vous rappelez, en remontant aux préceptes ou aux maximes qui peuvent être universalisées. De faire de sa conduite quelque chose de généralisable, d'universalisable. Donc, la série de préceptes qu'il va expliquer dans Critique de la raison pratique, sont des réponses à la question « Que dois-je faire ?» C'est aussi dans son autre œuvre, La métaphysique des mœurs, où il va développer tout ça. Et la troisième grande question, c'est dans la critique de la faculté de juger, c'est « Que m'est-il permis d'espérer ?» Donc, que puis-je connaître ? Que dois-je faire ? Que m'est-il permis d'espérer ? Où là, on a une réflexion beaucoup plus sur la foi, ou les perspectives téléologiques, c'est-à-dire au-delà de la mort, le sens de l'existence, et aussi avec toute une réflexion sur l'expérience, le jugement esthétique. Critique de la faculté de juger, une grande partie est associée à cette réflexion du jugement. Peut-on avoir un vrai jugement esthétique ? Peut-on juger le beau ? Toute la différence entre ce qui est beau et ce qui est sublime. Et avec d'autres considérations sur la foi, le salut et Dieu. Alors, s'interroger sur l'art de la pensée chez Kant, c'est aussi, et c'est ça que je voudrais vous proposer maintenant, c'est d'étudier un texte, un petit texte qui est, je trouve, tout à fait passionnant, qui est un des plus connus de Kant, qui ne fait pas partie des critiques, mais qui y amène, vous verrez notamment, qui est une sorte de préparation à la critique de la faculté de juger, donc la troisième critique. Et ce texte, c'est « Qu'est-ce que les Lumières ?» Qu'est-ce que les Lumières ? Puisqu'en fait, Kant est le premier à définir ce qu'il entend par l'esprit des Lumières. Le XVIIIe siècle, puisque Kant c'est 1704-1784, donc c'est vraiment le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, dont en tant que Français, nous, souvent les Lumières, c'est les Lumières françaises, avec Voltaire, Rousseau, Diderot, d'Alembert, tous les encyclopédistes, mais en fait, il y a des Lumières en Allemagne, il y a des Lumières en Angleterre, il y a les Lumières européennes, et surtout, il faut savoir que c'est Kant qui va donner la première définition des Lumières, parce qu'on traduit par lumière, qui est en allemand le terme Aufklärung. Aufklärung, qui veut dire clarifier, clarification. Et pour lui, les Lumières, le fait de clarifier, la Aufklärung, c'est évidemment basé sur cette notion de critique, c'est-à-dire d'interroger la pensée elle-même. Et ce texte est essentiel pour relier la notion de penser, de faire marcher sa faculté d'entendement, et
l'émancipation intellectuelle qui est recherchée. Hein, il y a cette fameuse formule latine qu'il inclut au début de son texte, sapere aude, ose penser. Enfin, on peut traduire de multiples manières, mais ose, aie le courage de penser, de faire marcher ton entendement, ta faculté de l'entendement. Ta faculté d'entendement, de comprendre, de connaître. Sapere aude. Ose, aie de l'audace, et le courage de penser par toi-même. Ça, c'est la devise, ce qu'il considère être la devise des Lumières. Sapere aude. Donc, ce que je vous propose après la pause, c'est de lire et de commenter les premiers paragraphes. 4 premiers paragraphes de ce texte qui est fondamental pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour Kant penser. Sapere aude, qu'on trouve au début du texte, qu'est-ce que les Lumières? C'est pas aude. Sapere aude. Sapere, c'est intéressant le verbe sapere, puisque c'est ce qui va donner sapientia, sapiens. C'est à la fois l'intelligence, le jugement, le savoir, mais aussi le goût. Sapor. Donc c'est le goût. C'est le goût dans le sens d'un aliment qui a un goût, mais aussi le goût en tant que sens. Avoir le goût de. Et c'est aussi traduit par donc le fait de connaître, de faire marcher son entendement. Alors, premier paragraphe, donc, qu'est-ce que les Lumières? Qu'est-ce que les Lumières? Oui, ça passe aux choses sérieuses. La sortie de l'homme de sa minorité, dont il est lui-même responsable. Minorité, c'est-à-dire incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'autrui. Minorité dont il est lui-même responsable, puisque la cause en réside non dans un défaut de l'entendement, mais dans un manque de décision et de courage de s'en servir sans la direction d'autrui. Sapere aude, ose penser, aie le courage de te servir de ton propre entendement, voilà la devise des Lumières. Ça commence fort. Dans d'autres traductions, parce que bon, là j'ai pris une traduction, mais il y en a plusieurs, l'expression minorité n'est pas reprise, mais on trouve l'expression l'état de tutelle. Qu'est-ce que les Lumières? La sortie de l'homme de l'état de tutelle, dont il est lui-même responsable. Donc minorité, état de tutelle. Et ce qui est intéressant donc, dès le départ de ce texte, c'est qu'en règle générale, le mineur ou celui qui est justement sous tutelle, du fait d'une déficience mentale entre autres, n'est pas jugé responsable de son état. Alors que là, Kant indique bien que l'être humain est lui-même responsable de cet état de minorité ou de tutelle. Il est incapable de penser sans la direction d'autrui. Donc, ça c'est intéressant parce que ce qui est condamné, ce n'est pas la présence d'autrui, dont on verra qu'au contraire c'est un élément favorable à la pensée, mais son statut de directeur de pensée, de maître à penser. Le fait, pour ces directeurs de pensée, d'être situé au-dessus de ceux qu'ils guident. Qui fait que celui qui est au-dessous devient un assisté, c'est-à-dire que autrui, ou
le directeur d'autrui, hein, devient une béquille. On ne peut plus penser sans la direction d'autrui. Hein, c'est ça qui est mis en évidence dans ce texte qui est très très fort, hein, et qui, comme tous les grands textes, n'a pas perdu une ride. Qu'est-ce que les Lumières? C'est une réponse à la question, en fait le titre, réponse à la question qu'est-ce que les Lumières, hein, donc en allemand, comme c'est le fameux concept d'Aufklärung. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que l'homme ne souffre pas en tant que tel d'un manque d'entendement, d'un manque d'intelligence, mais d'un manque de décision, de faire marcher cet entendement et cette intelligence pour penser, enfin manque de courage, hein, manque de décision et de courage pour penser seul, pour penser par soi-même, comme on dit bon, aujourd'hui, sans la direction d'autrui. Donc ça, c'est le constat. L'homme est en état de tutelle et il en est lui-même responsable. Et ce n'est pas un problème de défaut d'entendement, mais un manque de décision et de courage, hein, je recite, de s'en servir sans la direction d'autrui. D'où cette formule, hein, cette exhortation, sapere aude, ose, aie l'audace de te servir de ton propre entendement, car, sous-entendu, tu as la capacité. Alors, la suite, c'est le deuxième paragraphe. La paresse et la lâcheté sont les causes qui expliquent qu'un si grand nombre d'hommes, après que la nature les a affranchis depuis longtemps d'une direction étrangère, restent cependant volontiers leur vie durant mineurs, et qu'il soit facile à d'autres de se poser en tuteur des premiers. La paresse et la lâcheté sont les causes que un si grand nombre d'hommes, bien ayant été affranchis, hein, d'une direction étrangère, restent cependant volontiers leur vie durant mineurs dans l'état de tutelle, et qu'il soit facile à d'autres donc de se poser en tuteur des premiers. Donc en d'autres termes, la grande majorité des hommes, alors même qu'ils ont atteint l'âge de raison, on pourrait dire, restent des enfants, dans la mesure où le courage ou l'audace de penser par eux-mêmes leur fait défaut. Et donc, l'envers de ce courage, c'est bien évidemment la lâcheté, mais aussi la paresse, dans le sens où cet exercice d'une pensée indépendante, d'une pensée autonome, eh bien, demande un effort. Demande un effort, et c'est comme un exercice physique, hein, un muscle qui s'atrophie si on ne le fait pas fonctionner, et que moins on le fait fonctionner, plus on a peur de le faire fonctionner. Hein, d'où le crescendo entre paresse et lâcheté. Et c'est sur cette paresse, sur cette lâcheté, mais surtout sur la paresse au départ, cette répugnance à l'effort et le manque de courage que vont s'appuyer les guides, qui vont donc se prendre pour tuteurs et guider, c'est-à-dire penser à la place du plus grand nombre. Alors, c'est intéressant, puisqu'on va retrouver ces éléments chez Rousseau, et aussi, si vous vous rappelez, ce qu'on avait vu avec la Boétie, oui, avec son discours sur la servitude volontaire. Alors là, vraiment, Kant reprend ces éléments, évidemment antérieurs, de la Boétie, oui, contemporain de Montaigne, et plus tard de Rousseau, c'est-à-dire voilà, l'homme
a une nature attirée, enfin une partie de sa nature est attirée vers la servitude. Le discours, un magnifique texte, hein, vous vous rappelez, voir comment tout ceci s'organise. Avec voilà, le fait qu'il soit consentant, le fait d'être consentant à cette servitude. Parce que finalement, c'est assez confortable. C'est facile. C'est pour ça qu'il y a paresse, lâcheté. Donc, voilà, de ce point de vue, Kant reprend ces idées qui ont été exprimées avant lui sur la servitude volontaire. Et il continue. Il est si aisé d'être mineur. Si j'ai un livre qui me tient lieu d'entendement, un directeur qui me tient lieu de conscience, un médecin qui décide pour moi de mon régime, je n'ai vraiment pas besoin de me donner de peine moi-même. Hein? Donc c'est une nouvelle évocation de l'effort que coûte une pensée autonome, que ce soit dans les affaires de l'esprit, de la religion, directeur de conscience, ou de bien-être physique par rapport au médecin. Et il continue. Je n'ai pas besoin de penser pourvu que je puisse payer. D'autres se chargeront bien de ce travail ennuyeux. C'est vraiment intéressant de voir que pour lui, pour le plus grand nombre, penser est un travail ennuyeux. Ça demande un effort, mais en plus de ça, c'est ennuyeux. Que la grande majorité des hommes, alors, je lis la parenthèse qui est de son époque, que la grande majorité des hommes, y compris le sexe faible tout entier. Donc là, c'est la grande majorité des hommes, et là pour les femmes, c'est toutes. Bon, on oublie, hein. C'est son époque. C'est son époque. Pour le reste, vous trouvez que c'est très bien, et puis ça, tout d'un coup, vous trouvez que c'est pas bien. Je constate que c'est l'époque aussi. Mais vous savez, personne n'est parfait. Hein. Même ces grands philosophes, ils avaient leurs failles. Et là, il y en a une. C'est pour ça, le fait qu'il ait traité sa maman de femme intelligente, c'est qu'il y a quelque chose de très puissant. Donc, j'enlève la parenthèse. Que la grande majorité des hommes tiennent aussi pour très dangereux ce pas en avant vers leur majorité, outre que c'est une chose pénible, c'est ce à quoi s'emploient fort bien les tuteurs, qui très aimablement, là c'est un peu probablement de l'humour, ont pris sur eux d'exercer une haute direction sur l'humanité. Là c'est vraiment intéressant parce qu'il y a une gradation entre paresse et lâcheté. C'est-à-dire, les tuteurs exploitent la paresse pour faire croire que, bien sûr, c'est pénible de penser, mais en plus, c'est dangereux. Et face au danger, face au véritable danger, il y a la lâcheté. C'est-à-dire, bon, puisque c'est dangereux, je me rétracte. Donc, il y a d'abord la paresse et la répugnance à l'effort, et les tuteurs, ces bienveillants guides, c'est ironique, réussissent à transformer cette paresse en crainte. L'homme finit par avoir peur de penser par lui-même. Et, à contrario, donc si on renverse ce qu'il dit, on se rend compte que si l'homme commence à faire un premier pas vers cette majorité, c'est-à-dire à pouvoir penser par lui-même, eh bien, il va renforcer, c'est comme un exercice physique, il va peu à peu renforcer le courage et le désir de l'effort. Il n'y a pas de fatalité. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une vision quand même optimiste et confiante
dans la nature humaine. Et on ne peut pas penser tout seul. Non, ça, il l'explique bien après. C'est le texte qui continue. Après avoir rendu bien sot leur bétail domestique et avoir soigneusement pris garde que ces paisibles créatures n'aient pas la permission d'oser faire le moindre pas hors du parc où ils les ont enfermés. Et cette comparaison des individus guidés à du bétail est reprise, en tout cas rappelle, le début du contrat social de Rousseau, où les chefs sont comparés à des bergers, et ces bergers ne seraient, pour Rousseau, peut-être que des loups déguisés, protégeant en apparence leur bétail pour mieux le dévorer ensuite. Donc là, il est possible que Kant se soit inspiré de Rousseau, puisque dans le contrat social, Rousseau écrit « S'il y a donc des esclaves par nature, c'est parce qu'il y a eu des esclaves contre nature. La force a fait les premiers esclaves, leur lâcheté les a perpétués. » Il y a cette notion, là aussi, de lâcheté. C'est-à-dire, il y a un moment où il y a un désengagement par rapport à cette volonté de penser par soi-même. Alors, Kant continue. Ces tuteurs leur montrent les dangers qui les menacent, si elles essaient, les fameuses créatures, de s'aventurer seules au dehors. Il y a des accents qui rappellent un peu la caverne de Platon, où les hommes sont enchaînés et où les maîtres de la caverne font croire que ça peut être très très dangereux de se libérer. C'est assez proche. Or, dit Kant, ce danger, c'est-à-dire de sortir du parc dans lequel on est enfermé, ce danger n'est vraiment pas si grand, car ces créatures apprendraient bien enfin, après quelques chutes, à marcher. Mais un accident de cette sorte rend néanmoins timide, et la frayeur qui en résulte détourne ordinairement d'en refaire l'essai. Et bon, si ces créatures s'enfuyaient du parc, bon, bien sûr, elles pourraient chuter, parce qu'elles n'ont plus trop l'habitude de marcher seules. Elles pourraient chuter, mais c'est pas grave. On chute, on se relève. Mais il y a le fait de la part des tuteurs ou des guides d'instiller même la peur de la chute. Attention, allez chuter, ça va vous faire mal, donc restez bien tranquille. Troisième paragraphe, il est donc difficile pour chaque individu séparément de sortir de la minorité qui est presque devenue pour lui nature. Donc, cet état d'esclavage, ou de tutelle ou de minorité, devient pour l'homme comme une seconde nature qui fait oublier la première. Et l'expression est très importante, il est donc difficile pour chaque individu séparément, c'est-à-dire isolément, seul, de sortir de la minorité, puisque l'absence d'autrui est vue ici comme un obstacle à la conquête de l'autonomie. La conquête de l'autonomie, ça va le développer un peu plus tard, ne peut se faire que dans un cadre social qui va aider la pensée individuelle. Donc, il indique aussi, si on veut interpréter un peu le texte, que la minorité des adultes n'est pas fondée en nature. C'est pas dans la nature humaine que d'être mineur ou d'être en état de tutelle. C'est une seconde nature qui se construit, qui se surajoute du fait de l'attitude des guides ou des tuteurs. C'est exactement l'esclavage dénoncé par Rousseau dans le fondement sur l'inégalité des hommes. L'homme est né libre et pourtant il est partout dans les fers. Et pour Rousseau, c'est que quelque part,
il a accepté les faire. Et il a fait preuve de lâcheté vis-à-vis de cette première nature qui est d'être un individu libre et autonome. Donc c'est la sollicitude bienveillante des guides transforme au bout du compte les mineurs supposés en mineurs réels. C'est pour ça que c'est important cette sollicitude bienveillante. C'est par bonté qu'on va penser à notre place, pour nous éviter beaucoup de tracas, beaucoup de douleurs, de chuter, tout ça est compliqué. Donc il y en a qui peuvent le faire à notre place en les payant, c'est quand même beaucoup mieux. Il continue. Il s'y est si bien complu, cet individu, et il est pour le moment réellement incapable de se servir de son propre entendement parce qu'on ne l'a jamais laissé en faire l'essai. Alors là, il y a un mot très important, c'est « il est pour le moment réellement incapable de se servir de son propre entendement ». Du fait d'une possibilité, on passe à du réel. Une servitude qui n'est pas naturelle, mais qui résulte de la fabrication d'une habitude. Et qui fait que d'un individu mineur ou en tutelle possible, ça devient réel. Il n'est plus question d'une incapacité illusoire, mais d'une incapacité réelle. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'on n'a pas laissé l'homme expérimenter sa liberté. Puisque, et ça c'est quelque chose qui est très important pour Kant, c'est seulement l'expérience qui crée peu à peu la faculté. C'est-à-dire, si on veut faire preuve de son entendement, oser sa capacité d'entendement, il faut l'exercer réellement. C'est-à-dire, et c'est en l'exerçant, même maladroitement, qu'on va la renforcer, et qu'on va renforcer ce qu'il appelle la confiance de chacun dans sa faculté d'entendement. Et que cette confiance, elle ne peut se faire qu'en pratiquant. C'est très analogue à une activité physique, où on ne peut prendre confiance que dans ses capacités que si on les teste. D'où l'importance de la vie pratique, et comme il va développer dans la critique de la faculté de juger, d'oser des jugements esthétiques, d'oser, au moins dans ce domaine, de faire preuve et d'exercer son jugement pour savoir ce qui est beau, ce qui ne l'est pas. Alors, c'est pourquoi il va poursuivre en critiquant tous les préceptes et les formules toutes faites. Puisque même si ces préceptes, ces formules toutes faites sont rationnelles, elles ne sont là que pour empêcher un usage autonome de l'entendement. Il continue, je cite, « Institutions, préceptes et formules, ces instruments mécaniques de l'usage de la parole, ou plutôt d'un mauvais usage raisonnable des dons naturels, voilà les grelots que l'on a attachés au pied d'une minorité qui persiste. Quiconque même les rejetterait ne pourrait faire qu'un saut mal assuré par-dessus les fossés les plus étroits, parce qu'il n'est pas habitué à remuer ses jambes en liberté. » Ça, c'est très proche de ce qu'expliquait Platon, que quand on commence à arracher un individu enchaîné, on commence à l'arracher, il ne voit plus rien. Il est maladroit. Mais mieux vaut, en tout cas pour Kant aussi, mieux vaut cette maladresse que de rester enchaîné. Aussi, sont-ils peu nombreux, ceux qui sont arrivés par leur propre travail, de leur esprit, à s'arracher à la minorité et à pouvoir marcher d'un pas assuré. Ils sont peu nombreux, ceux qui sont parvenus à s'arracher à la minorité et à pouvoir marcher d'un pas assuré. Donc, minorité, c'est pas majorité ? S'arracher, non, ils sont peu nombreux, ceux qui sont arrivés par leur propre travail, de leur esprit, à s'arracher à la minorité, à l'état de tutelle.
Hein, c'est l'état de mineur, hein, donc d'incapable, d'irresponsable, hein, de tutelle, et à pouvoir marcher d'un pas assuré. Donc là, c'est le thème sous-jacent à ça, c'est pas celui d'une quelconque faiblesse humaine, mais celui, c'est là ce qui va développer après, des conditions sociales de l'émancipation. Nouveau, la difficulté de pouvoir s'émanciper tout seul. Alors, 4e paragraphe, hein, qui est très important, où là il y a vraiment un pivot. Mais qu'un public s'éclaire lui-même, rentre davantage dans le domaine du possible. C'est même pour peu qu'on lui en laisse la liberté, à peu près inévitable. Alors, il vient de nous décrire vraiment le phénomène, hein, un constat qui est quand même assez terrible, hein, sur la servitude volontaire, l'esclavage. Mais, vous voyez, 4e paragraphe commence par « mais ». Qu'un public s'éclaire lui-même, rentre davantage dans le domaine du possible. C'est même pour peu qu'on lui en laisse la liberté, à peu près inévitable. Et c'est là où il va pivoter sur, bon, maintenant, quelles sont les conditions justement sociales, politiques de cette émancipation. Et là, il fait une grande différence entre la notion de public, qu'un public s'éclaire lui-même, et la notion de privé. Il continue, vous allez voir. Car on rencontrera toujours quelques hommes qui pensent de leur propre chef, parmi les tuteurs patentés de la masse, et qui, après avoir eux-mêmes secoué le joug de leur minorité, répandront l'esprit d'une estimation raisonnable de sa valeur propre et de la vocation de chaque homme à penser par soi-même. Alors là, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Cette notion de masse. Les tuteurs patentés ou attitrés de la masse. Le concept de masse est opposé chez Kant à celui de public. Quand ce public, c'est des gens qui justement sont sortis d'une sorte de solitude et d'anonymat de la masse. C'est incroyable comme on va retrouver chez Hannah Arendt des accents assez proches par rapport à l'homme de masse. Cet homme de masse qui est un homme isolé et en même temps qui est perdu de manière anonyme dans un ensemble un peu indistinct. L'homme de masse. Bon, ça c'est Arendt, mais Kant déjà emploie ce terme de masse. Un homme de masse, c'est un homme qui vit avec d'autres, mais qui est isolé, en fait. Qui vit en état de solitude, ou d'isolement par rapport aux autres. Et pour Kant, c'est la transformation de cette masse anonyme, et finalement très seule, en public. C'est un ensemble d'individus qui pensent, et qui pensent ensemble, que va se réaliser ou peut se réaliser la sortie de l'état de tutelle. Donc l'état de masse, il n'est pas substantiel ou consubstantiel à l'homme, mais il faut déjà qu'il en prenne conscience pour pouvoir récupérer son état de participant conscient au public, ce terme public. Vous voyez que public aussi s'oppose à privé, à la sphère privée. Et ce qui est très intéressant, c'est que qui va quand même être un peu le déclencheur de ce chemin vers la majorité, ce sont quelques-uns de ses tuteurs, qui finalement sont présentés comme aussi mineurs que les autres, puisque la plupart des tuteurs ne vont pas forcément secouer le joug de la minorité. Donc, cette remarque laisse penser que les tuteurs sont aussi mineurs que ceux qu'ils dirigent,
hein, ces tuteurs qui se chargent généreusement de penser à la place des autres, en fait, ils sont tout aussi esclaves. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux, il y a les vrais chefs qui pensent, et puis les sous-chefs. Non, il y a les tuteurs et les dirigés. Les tuteurs qui sont finalement dans le même état de tutelle que les autres, sauf que, et c'est là où il y a l'optimisme de Kant, il dit, on rencontrera toujours, bon ben ça c'est pour une interrogation, hein, on rencontrera toujours quelques hommes qui pensent de leur propre chef parmi les tuteurs patentés de la masse. Il a l'espoir que, de toute façon, parmi ces tuteurs, il y en a quand même 2 ou 3, enfin, hein, quelques-uns, oui, qui deviennent ces hommes éclairés. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le seul fait que, vous voyez, c'est l'expression, ces tuteurs patentés de la masse, qui, après avoir eux-mêmes secoué le joug de leur minorité, répandront l'esprit d'une estimation raisonnable de sa valeur propre. C'est-à-dire qu'ils vont donner à tous cette idée que l'homme peut penser. Il va redonner à l'homme sa dignité de penser. Donc on n'est pas dans un renversement dialectique, comme d'autres l'auront décrit, de l'esclave qui devient maître et le maître devient esclave, hein, comme chez Hegel, mais que ces quelques tuteurs qui vont se libérer, vont répandre une autre vision de l'homme, et surtout vont montrer aux hommes guidés jusqu'alors qu'ils peuvent penser par eux-mêmes, puisque eux-mêmes l'ont fait. C'est l'émancipation, c'est cette notion d'émancipation, d'autonomie intellectuelle qui va être, lancée par ce petit nombre de tuteurs qui vont devenir éclairés. Qui sont issus du public. Qui sont issus des tuteurs et qui vont permettre ce mouvement de la masse au public. Ils ne peuvent pas être issus de la masse. Ils sont automatiquement... Disons, là, on rencontrera toujours quelques hommes parmi les tuteurs patentés. Parmi les tuteurs. Bon. Parmi les tuteurs. Notons en particulier que le public, qui avait été mis auparavant par eux sous ce joug, les force ensuite eux-mêmes à se placer dessous, une fois qu'il a été incité à l'insurrection par quelques-uns de ses tuteurs, incapables même de toute lumière. Il y a effectivement, ce processus qu'il va expliquer comme étant le processus révolutionnaire, où les anciens esclaves deviennent maîtres et les anciens maîtres esclaves. Il dit, mais ça change rien. C'est pour ça qu'il est contre l'idée de révolution, et beaucoup plus à l'idée de réforme. Il dit, le problème des révolutions, c'est que ça change rien, parce que les préjugés restent les mêmes et que la manière de penser reste la même. C'est pour ça que ce qu'il explique avant, où les tuteurs vont répandre une autre vision, la responsabilité de ces tuteurs qui se libèrent, c'est de diffuser une autre vision, et pas simplement qui est une dialectique de renversement, où finalement c'est toujours un engrenage, où il y a toujours la volonté de se... Il reste quand même des tuteurs. Alors, ce que Kant préconise, c'est qu'à un moment donné, plus personne, parce que tout le monde devient éclairé, devient public. Et il a une phrase très intéressante. Tant il est préjudiciable d'inculquer des préjugés, parce que, en fin de compte, ils se vengent eux-mêmes, les préjugés, de ceux qui furent les auteurs ou de leurs devanciers. Donc ça, c'est vraiment très intéressant par rapport au phénomène révolutionnaire. C'est pour ça que Kant, bien sûr, il est très joyeux. Enfin, voilà, quand il apprend la Révolution française, mais très très vite, il va déchanter. Et il va expliquer que le phénomène de la terreur, en fait, est inscrit dans le phénomène de la révolution, parce que la révolution ne change rien fondamentalement. Il y a simplement les soumis qui prennent la place des anciens maîtres
mais rien ne change et les préjugés demeurent, c'est-à-dire le manque de confiance de la masse dans sa capacité de penser par elle-même et de faire preuve d'appliquer son entendement ne change pas. Ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que regardez la naïveté avec laquelle nous avons souvent compris les révolutions arabes, en disant c'est l'émancipation démocratique, merveilleux, etc. On aurait davantage lu Kant ou la philosophie de l'histoire serait bien rendu compte qu'il n'en serait rien. Parce que le problème n'est pas, et il le dit Kant, vous allez voir, il est vraiment intéressant. Aussi, un public ne peut-il parvenir que lentement aux Lumières. Une révolution peut bien entraîner une chute du despotisme personnel et de l'oppression intéressée ou ambitieuse, mais jamais une vraie réforme de la méthode de pensée. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus pour des réformes, peut-être moins sensationnelles et moins radicales qu'une révolution, mais des réformes permettant de changer en profondeur la méthode, la façon de penser, pour évacuer certains préjugés qui sinon, de toute façon, demeurent. Tout au contraire même dans la Révolution, de nouveaux préjugés surgiront qui serviront aussi bien que les anciens de lisière à la grande masse privée de pensée. Tiens, ce qu'il explique, c'est que cette grande masse privée de pensée, elle n'est pas irréfléchie par nature, mais en vertu de sa configuration sociale de masse. Parce que certains ont l'intérêt à garder cette configuration sociale de masse. Et qu'une révolution politique, au sens classique, ne supprime pas ces préjugés, tant qu'elle n'a pas réussi à instaurer un esprit nouveau. C'est-à-dire de questionner, comme on le voyait tout à l'heure, de questionner sa pensée et ses chemins de pensée, ses scénarios de pensée, ses catégories de pensée. Si les catégories, les scénarios, les chemins ne changent pas, la révolution ne change rien en profondeur, au contraire. Au contraire. Or, pour ces Lumières, il n'est rien requis d'autre que la liberté, et à vrai dire, la liberté la plus inoffensive de tout ce qui peut porter ce nom, à savoir celle de faire un usage public de sa raison dans tous les domaines. Alors ça, c'est très important. Faire un usage public de sa raison dans tous les domaines. Ça, c'est le début de la liberté et de l'émancipation intellectuelle. Faire un usage public. C'est-à-dire, il ne suffit pas de penser dans son coin, puis ensuite de dire, voilà, je vais apporter ma pensée aux autres. Non, c'est faire un usage public de sa raison, c'est de penser avec autrui. Ce qu'il appelle la pensée élargie. De penser avec autrui, de penser à travers autrui, et de penser dans une configuration donc sociale et politique qui donne cet espace d'échange, de paroles et d'arguments, mais aussi de manière plus interne, d'avoir constamment dans son chemin de pensée l'idée d'autrui. L'idée d'autrui. Autrui n'est pas forcément physiquement là. Mais c'est à la société d'organiser cet espace où on peut échanger des arguments et des paroles. Mais autrui, c'est aussi l'idée d'autrui que chacun, et ça c'est de la responsabilité individuelle, doit se forger pour que même s'il n'y a plus cet espace de liberté, autrui continue à exister dans la pensée de l'individu, comme source d'émancipation. C'est vraiment intéressant par rapport à cette notion de dialogue. Bon, c'est bien à plusieurs, mais si jamais, par contrainte civile ou autre, il n'y a plus cet espace, au moins que l'homme puisse continuer quand même à penser par lui-même. Et l'intégration de l'autre est une condition indispensable pour Kant.
Alors, c'est ce qu'il explique sous le terme de communauté de pensée. Il y a plusieurs préalables à cette émancipation intellectuelle. Il y a la confiance dans son entendement, le fait d'avoir confiance, qu'on peut faire appliquer son entendement, qu'on peut penser. Il y a le fait de se mettre en mouvement, c'est-à-dire d'essayer de penser par soi-même. Donc, confiance, mouvement et communauté de pensée. Et une communauté de pensée, ce n'est pas forcément un groupe de personnes qui se réunissent pour penser ensemble ou pour échanger, mais c'est le fait que par l'intégration de l'idée d'autrui dans sa propre pensée, on n'est jamais seul, quelque part. On pense toujours avec l'autre. Et autrui devient presque une idée transcendante, quoi. Autrui est toujours là. Alors, c'est ce qu'il explique dans un autre texte qui s'appelle « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?» On dit bien que la liberté de parler ou d'écrire peut assurément nous être enlevée par une autorité supérieure, mais non point la liberté de penser. Quel serait toutefois le champ et la rectitude de notre propre pensée si nous ne pensions pas, pour ainsi dire, en communauté avec d'autres, dans une communication réciproque de nos pensées? On peut donc dire que cette autorité extérieure qui arrache aux hommes la liberté de faire part publiquement chacun de ses pensées, leur arrache en même temps la liberté de penser. Le seul joyau qui nous reste encore dans la multitude des fardeaux de la vie civile et qui seul peut nous aider encore à trouver un remède à tous les maux de cette condition. C'est-à-dire, une autorité extérieure, une contrainte publique qui empêche la liberté, comme il dit, de parler ou d'écrire, ce qu'on dit aujourd'hui la liberté d'expression, enlève aussi la liberté de penser, sauf si on arrive à maintenir cette idée d'une communauté de pensée. Et il explique bien que cette communauté de pensée n'est pas une communauté réelle ou empirique, forcément, c'est une exigence de la pensée élargie. C'est-à-dire, il s'agit, comme il dit dans la critique de la faculté de juger, il s'agit dans l'exercice même de la pensée de tenir compte d'autrui a priori. D'un autrui en quelque sorte presque virtuel. Donc le combat est là. C'est-à-dire l'émancipation intellectuelle passe par le fait donc d'avoir toutes ces phases préparatoires de confiance, de mise en mouvement de l'entendement, mais aussi de préserver coûte que coûte cette communauté de pensée. Tant mieux si elle est réelle, dans un espace de liberté, d'expression, mais surtout dans cette vision d'une pensée toujours élargie à autrui. C'est, en fait, de ne jamais considérer que ces idées sont les seules, les meilleures, mais toujours d'intégrer autrui, comme il dit, presque comme un autrui a priori. Et que l'oubli de cet autrui fait que oui, si on perd la liberté d'expression, on perdra aussi la liberté de penser. C'est fort, hein? Moi, je lis ce texte parce que je trouve qu'il est vraiment très très intéressant par rapport aux conditions réelles de la liberté et de l'émancipation, parce que tout ceci doit être expérimenté. C'est pas théorique. C'est pas théorique. Donc l'exigence de pensée élargie, et c'est ça qu'on trouve dans la critique de la faculté de juger, le fait de faire marcher son entendement, notamment dans les jugements esthétiques, c'est indispensable pour justement expérimenter cette pensée élargie. Donc il va y avoir toute cette question sur le beau, qu'est-ce que le beau, qu'est-ce que le sublime. Et enfin,
je terminerai par là, dans le paragraphe 9. Là, je reviens au texte « Qu'est-ce que les Lumières ?» Si donc maintenant on nous demande « Vivons-nous actuellement dans un siècle éclairé ?» Voici la réponse « Non, mais bien dans un siècle en marche vers les Lumières. » C'est là, vous voyez, l'optimisme chevillé au corps. On n'est pas encore sorti du tunnel. Et c'est ça aussi qui est très caractéristique de son époque, avec l'extraordinaire espoir qu'avait donné la pensée révolutionnaire, ou, comme il l'écrit dans un autre traité sur la paix perpétuelle, que l'émancipation des peuples était possible et que, effectivement, l'humanité était en marche vers les Lumières, même si, à son époque, ce n'était pas une humanité éclairée, mais en marche vers les Lumières. Il est mort en 1784. Alors il n'a pas vu 1784. 1804, pardon. 1804. Non, 1804. 1804. Oui, si, il l'a vu, la révolution. Mais très vite, il a senti les dérives. Il a prévu la terreur avant qu'elle ait lieu, puisqu'il a effectivement expliqué comment la pensée révolutionnaire ne changeait pas en fait les préjugés, mais qu'il s'agissait simplement de prendre la place d'eux. Voilà, il n'y avait pas de mutation fondamentale. Bon. Donc je crois que c'est vraiment ce qui montre, l'actualité de la pensée de Kant. Puisque je crois qu'on peut faire le constat, combien 2 siècles plus tard, qu'on n'est pas une humanité éclairée. Question. Bon. Merci de votre attention.